Les Vases d'Ussé, tome 4, le professeur François Vasse, suite. Dimanche 22 juillet 2007. Le couple retrouva les surfeurs pour une dernière matinée de glisse sur les vagues. Ils avaient ensuite rejoint Laurence et Jacques, qui avaient emmené les enfants sur la plage de São Martinho do Porto, à 14 km au sud de Nazaré. Cette station balnéaire animée, surtout en été, était très prisée par les Portugais depuis plusieurs décennies. Ils firent une pause au belvédère de la petite ville, d'où ils profitèrent enlacés des plus belles vues sur la baie en forme de coquille Saint-Jacques, presque fermée, et l'océan. Il y avait beaucoup de monde en ce dimanche. Ils garèrent la voiture au parking de la piscine de Salir do Porto et empruntèrent les passerelles en bois pour rejoindre la baie en prenant leur temps, s'arrêtant régulièrement pour admirer le paysage et s'embrasser comme deux jeunes mariés. Ils retrouvèrent les grands-parents avec leurs petits-enfants sur la plage, dont la configuration faisait un paradis pour les petits, qui pouvaient profiter d'eau calme à l'abri du vent, un site vraiment unique au Portugal et en Europe. Après un déjeuner dans un des restaurants du bord de mer et avoir paressé sur la plage l'un contre l'autre, ils eurent envie de bouger. Ils se levèrent pour aller parcourir un des circuits autour de la baie, à la recherche d'un coin tranquille où se poser et se câliner à l'abri des regards, ce qui s'avéra impossible vu le nombre de promeneurs. À leur retour sur la plage, grands-parents et enfants s'apprêtaient à rentrer à l'appartement. Tout le monde repartit vers Nazaré. Éléonore et François partaient en fin d'après-midi pour Lisbonne, où ils allaient passer quelques jours en amoureux. Ils reviendraient à Nazaré en fin de semaine, retrouver leurs enfants avant de rentrer en France. Le couple arriva vers 17h30 dans la capitale. Ils avaient choisi de loger dans le quartier de la Baixa, pour sa position centrale, à 2 pas de l'ascenseur de Santa Justa et à 5 minutes de la place du commerce. La voiture allait rester au parking pendant quelques jours. Le quartier était très calme, bien qu'en plein centre de Lisbonne. Éléonore et François venaient juste de poser leurs valises dans leur chambre et s'étaient laissés tomber sur le lit avec un soupir de soulagement. Ils se regardèrent et éclatèrent de rire. « Nous soupirons comme si nous étions fatigués après un voyage en voiture de centaines de kilomètres, alors que nous avons roulé 1h30 entre Nazaré et ici, dit François. C'est vrai, mais je soupire d'aise à l'idée d'être seule avec toi pour plusieurs jours, comme pour une nouvelle lune de miel. Mais j'ai bien l'intention de te faire vivre une nouvelle lune de miel, répondit-il en roulant sur elle pour l'embrasser. Et si je te faisais voyager tout de suite sur un petit nuage? Il baissa les yeux vers elle et ressentit tant d'amour qu'il se demanda s'il n'allait pas exploser. Éléonore, le regard plongé dans ses yeux bleus, se sentit submergée par la même émotion. Elle n'aurait jamais pensé trouver un homme comme lui. Elle n'avait jamais rêvé avoir autant de chance. « J'ai tout aimé chez toi, tout de suite, » dit François, comme s'il avait lu dans ses pensées. « Ton regard, ton sourire, le son de ta voix, tes expressions, ton rire. Depuis notre rencontre, je n'ai pas vu les années passer. Quand je te regarde, je vois toujours cette jeune femme, encore inconnue, rencontrée dans la salle de pause du service, pour qui j'ai eu le coup de foudre et dont je suis toujours éperdument amoureux aujourd'hui. Moi aussi, ce jour-là, je suis tombée follement amoureuse de toi, et heureusement c'était réciproque, répondit-elle en effleurant son visage avec son index. Avec toi, je découvrais l'amour, tout simplement. C'était un cadeau incroyable. Je vivais pleinement, enfin. Je vis une lune de miel permanente depuis 8 ans avec l'homme le plus romantique que je connaisse. François roula sur le côté et s'accouda pour mieux la contempler, une main caressant son épaule et effleurant l'intérieur de son bras avant de se poser sur sa hanche. Romantique, je ne sais pas. Ce dont je suis sûre, c'est que j'avais envie de tomber fou amoureux, de me laisser porter par une vraie histoire, de la vivre intensément. Comme beaucoup de garçons de mon âge, j'étais curieux de vivre mes premières expériences et j'ai collectionné les coups d'un soir, mais au fond de moi, je me disais que je n'aurais pas compris grand-chose tant que je ne serais pas tombé amoureux. Quand nous nous sommes rencontrés, mon cœur n'avait encore connu aucun coup de foudre, juste des petits coups de cœur qui n'ont pas duré. Ce n'est que quand je t'ai vu que tout a changé. À plus de 30 ans. Pourquoi? Je suis incapable de le dire, de l'expliquer. C'était toi, voilà tout. Tu étais là, Éléonore, pas Élie. Plus rien ni personne n'existait autour de toi. Je ne voyais que toi. Moi aussi, je ne voyais que toi. Tes yeux, ta bouche, ta main qui ne me lâchait pas.
Dès ce moment, j'ai su que c'était toi. Je n'ai plus imaginé mon existence sans toi. C'était grisant, mais en même temps, j'avais peur. Ce flot de sensations et d'émotions si fortes et nouvelles me submergeait complètement. Comment savoir ce que toi, tu ressentais? Qu'allait-il se passer suite à notre rencontre, surtout que nous allions nous côtoyer quotidiennement au travail? En fait, tu es entré dans ma vie avec une facilité évidente, comme si ta place était déjà prête. Il en a été de même pour moi, comme si chacun de nous attendait l'autre sans le savoir. Elle s'était tournée sur le côté pour caresser son visage, et la bouche entr'ouverte, elle le fixait intensément avec ses yeux verts si lumineux. J'espérais depuis longtemps trouver quelqu'un que j'aimerais et qui m'aimerait, avec qui tout partager, dit François. J'avais fini par me dire que ça n'arriverait jamais. Mais c'est toi que j'attendais. À partir du moment où tu es apparu, j'ai tout fait, l'air de rien, pour ne jamais être très loin, pour pouvoir te regarder, sentir ton parfum, te parler, mais surtout t'écouter. Max, qui t'avait pourtant vu en premier, a vite compris que je craquais complètement pour toi. À partir de là, plus on passait de temps ensemble dans le service, plus je voulais être avec toi. Tu m'obsédais, je ne pensais qu'à toi. Tu me manquais le week-end quand tu ne travaillais pas. Je ne comprenais pas ce qui se passait, ou plutôt je ne voulais pas comprendre. Mais très vite, j'ai fini par accepter cette idée que j'étais tombé amoureux, mais au plus mauvais moment, parce que je m'étais engagée à partir en mission. Ça avait l'air réciproque, mais est-ce que tu m'aimais au point de m'attendre si je partais? Cette question me taraudait, m'empêchait de te révéler tout ce que je ressentais. C'est vrai que tu passais ton temps à en savoir toujours plus sur moi, mais tu parlais peu de toi. Mais il me suffisait que tu sois là, que je perçoive ta respiration près de moi. La main de François remonta vers le creux de la taille d'Éléonore, qui frémit légèrement. Je n'avais qu'une peur, qu'un autre jette son dévolu sur toi. Comment ne pas remarquer à quel point tu es jolie, avec tes longs cheveux blonds, tes sublimes yeux verts, ta silhouette parfaite de danseuse, et douce, intelligente, drôle, sensible, avec du caractère. Bref, j'étais totalement tombée sous ton charme. Je ne pouvais pas rester sans rien faire, surtout pas laisser un autre te toucher. François laissa ses doigts effleurer un sein dont la pointe durcit aussitôt, puis redessiner les contours du visage de celle qu'il aimait. Il saisit une longue boucle de cheveux et l'enroula autour de son index. Je n'aurais laissé personne d'autre que toi me toucher. Je ne voulais que toi, depuis le premier jour. Avant toi, j'avais déjà ressenti le désir, mais purement sexuel. Avec toi, j'ai découvert la tendresse, le véritable désir, l'amour. Mais j'ai aussi expérimenté le manque, la jalousie, la peur de te perdre quand je t'ai jeté dans les bras de Castin, et encore aujourd'hui quand un homme t'approche de trop près, avec cette lueur de désir dans les yeux que je connais trop bien. Moi aussi, j'ai toujours peur de te perdre, que notre histoire s'essouffle, que nos projets de vie s'éloignent, que tu aies envie d'emprunter un autre chemin sans moi. Notre histoire est tellement belle, romantique et passionnée, parce que nous nous montrons notre amour, nous nous disons « je t'aime » de toutes les façons possibles, parce que nous avons connu le manque pendant ta mission au Kosovo et que nous échangions au téléphone des mots passionnés avec ensuite des retrouvailles intenses et un désir décuplé. Et quand j'ai été enlevée, me focaliser sur toi m'a aidé à ne pas sombrer. Mon seul objectif, c'était de te retrouver, parce que loin de toi, je ne suis plus rien. Quand mes yeux ont croisé les tiens dans ce hall d'hôtel à Skopelos, j'ai cru que mon cœur allait exploser. Tu étais enfin là, je pouvais te toucher. Parfois je me dis que tout ça est trop beau et qu'un jour, ça va s'arrêter, parce que ce n'était qu'un rêve. Et à ces moments-là, j'ai peur. À cet instant, il l'attrapa par la taille et la fit basculer sur lui. Il l'étreignit si fort que la respiration lui manqua à l'espace d'une seconde. Mon amour, notre histoire est faite pour durer, moi j'y crois. Ces 8 années que nous venons de passer ensemble ont été parsemées de moments à deux toujours aussi tendres, doux et romantiques. Et notre attirance physique l'un pour l'autre est toujours aussi intense. Nous sommes comme ça, l'un et l'autre. On a besoin et envie de preuves d'amour, de se le dire, de se le montrer et de partager nos sentiments. Et peu m'importe ce que pensent ceux qui nous regardent. Il roula sur elle et prit son visage entre ses mains pour l'embrasser. Il la voulait, et elle semblait toujours prête pour lui, quand il avait envie d'elle. Il sentit sa bouche s'ouvrir pour accueillir sa langue qui la fouilla.
Il baisa son cou et fit glisser sa langue le long de sa gorge en une chaude caresse. Éléonore restait immobile, résistant à la sensation de chatouillis qui se transforma en frisson d'attente. Les lèvres de François atteignirent un mamelon. L'attente de la jeune femme était telle qu'elle fut soulagée quand il l'aspira. Une onde d'excitation la traversa jusqu'au plus profond de son intimité. Il était prêt, et même plus que prêt. Les gémissements d'Éléonore, tandis qu'il mordillait doucement ses mamelons l'un après l'autre, ne firent qu'accroître encore son désir, qui devint si impérieux qu'il eut envie de la prendre tout de suite. Et ce désir si violent embrasa celui d'Éléonore. Elle le voulait en elle, mais la bouche de François descendit jusqu'à son nombril, où elle ne s'attarda pas. Éléonore retint sa respiration et cria, lorsqu'il lui écarta les jambes pour accéder au repli de sa féminité et donner de lents coups de langue et savourer son goût salé. Lorsqu'il atteignit le petit bourgeon durci et le massa avec sa langue, l'aspira, les gémissements de la jeune femme s'amplifièrent. Des éclairs de plaisir la traversèrent. Elle lui cria son désir fulgurant de le sentir en elle. Il s'enfonça en elle profondément, luttant pour se retenir, attendre un peu. Mais elle ne voulait plus attendre. Il plongea en elle encore et encore, avec un total abandon, et la rejoignit, laissant les vagues de plaisir affluer et se déchaîner. Ils restèrent un long moment soudés l'un à l'autre avant de se séparer. Éléonore lui sourit. « Tu disais que tu allais m'envoyer sur un petit nuage ?»« Exactement. »« Tu as fait mieux que ça. Je ne suis jamais montée aussi haut. »« C'est pour ça qu'on s'envoie en l'air, non ?» répliqua François avec humour en lui prenant les lèvres et en laissant ses mains parcourir les contours de son corps. « Fais attention, parce que si tu continues comme ça, je vais encore m'embraser. »« C'est bien pour ça que je le fais. Et j'ai aussi encore les moyens d'éteindre l'incendie. Alors, je me rends. Je suis incapable de te résister. »« Je t'aime, Éléonore Vasse. Plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Tu es belle, intelligente, cultivée, douce et aussi la plus sensuelle et passionnée des femmes. Celle qui est exactement faite pour moi. J'ai envie de te faire l'amour encore, encore et encore. » Ce n'est qu'après avoir assouvi tous leurs désirs qu'ils se décidèrent à aller dîner dans un petit restaurant proche de l'hôtel. Lundi 23 juillet 2007. Leur première vraie journée à Lisbonne fut d'abord consacrée au quartier du Bairro Alto. Et pour le rejoindre, ils empruntèrent le mythique funiculaire da Gloria à 600 mètres de leur hôtel. Couvert de graffitis et avec son intérieur en bois et en laiton, il les amena au sommet de la colline escarpée à un train de sénateur. Il l'avait pris pour le fun, car à pied il serait allé plus vite, mais au moins ils eurent le temps d'admirer les œuvres de street art qui longeaient le court trajet riche en secousses. Mais à l'arrivée, le Mirador São Pedro de Alcântara, avec sa terrasse surplombant un superbe jardin à la française, leur offrit un beau panorama sur la ville. Le point de vue était absolument magnifique sur le Castelo São Jorge, juste en face, avec deux autres miradors sur la colline, celui de la Senhora do Monte et celui de Graça. La partie basse de Lisbonne, avec l'Avenida da Liberdade, le Tage et la cathédrale. La table d'orientation leur permit de situer les différents quartiers de la ville et de se repérer. Cette table d'orientation était plus qu'un simple plan, c'était une carte en azulejos, un véritable travail d'artiste. Ils prirent un verre à l'ombre des arbres en profitant de la vue en toute quiétude. Éléonore, la tête sur l'épaule de François, se laissa bercer par les battements de son cœur. Au cœur de la vieille ville, le Bairro Alto était un quartier sympa qui changeait d'ambiance au fur et à mesure de la journée. Il semblait assoupi lorsqu'ils étaient arrivés et sembla se réveiller au fur et à mesure de leur flânerie dans les ruelles pavées cachant des petites boutiques. Les façades usées et lézardées avec des balcons fleuris, parfois couvertes de tags, dissimulaient des bars et des restos. Ils avaient l'impression d'être dans un village paisible. L'église Saint-Roch et sa façade plutôt sobre cachaient, elle aussi, ses trésors, avec un intérieur d'une grande richesse, avec son plafond de bois peint dans le style maniériste avec la technique du trompe-l'œil et représentant des scènes de l'Apocalypse, ses nombreuses sculptures, ses reliques, ses azulejos, ses incrustations de marbre, ses reliquaires et boiseries dorées. De monumentaux tableaux d'art sacré jésuite ornaient la sacristie.
Ces chapelles regorgeaient d'or, comme la chapelle Saint-Jean-Baptiste, qui témoignait de la folie insensée des rois de l'époque. Cette chapelle a été en fait construite à Rome avec tous les matériaux précieux de l'époque, puis transportée par bateau jusqu'ici, après avoir été bénie par le pape, expliqua Éléonore. C'est l'un des rares édifices qui n'ont pas été détruits lors du tremblement de terre de Lisbonne en 1755. Ils firent un petit tour au musée d'art sacré à Tenan, qui présentait notamment des objets liés à l'histoire de l'ermitage de Saint-Roch, une collection consacrée à la Compagnie de Jésus, dont elle avait été une résidence pendant 200 ans, le trésor de la chapelle Saint-Jean-Baptiste. Juste en face se trouvait le Largo Trindade Coelho, une place historique avec ses deux étonnantes sculptures représentant l'une un homme vendant des billets de loterie et l'autre Antonio Vieira, un prêtre jésuite et prédicateur de renom. Au gré de leur promenade, ils arrivèrent dans le quartier de Santa Catarina, entre le Bairro Alto et le Chiado, un quartier résidentiel où ils repérèrent le belvédère de Santa Catarina et sa vue sur le Tage, le Ponte 25 de Abril et le Cristo Rei au loin. Poursuivant leur exploration du centre historique, ils parcoururent le Chiado, un quartier regorgeant de commerces et de restaurants plus branchés. La statue de Fernando Pessoa, près du célèbre café Brasileira que le célèbre poète portugais avait l'habitude de fréquenter, montrait qu'autrefois, le quartier était le repère de nombreux artistes. Il constituait toujours un lieu avec une forte identité culturelle grâce à ses nombreux musées et théâtres. De nombreux monuments du quartier avaient été dévastés par un incendie en 1988, et une bonne dizaine d'années avaient été nécessaires pour les reconstruire et redonner au Chiado sa grandeur d'antan. Les amoureux longèrent ensuite la rue piétonne Nova do Carvalho, dans le quartier de Cais do Sodre, et son marché couvert d'un dôme à bulbes. C'est justement dans le Mercado da Ribeira qu'ils firent une halte dans un des nombreux kiosques permettant de goûter aux délices culinaires locaux facilement. C'était bruyant, convivial, et ce fut l'occasion parfaite pour sympathiser avec leurs voisins de tablée. Après tout, les immenses tables de bois étaient faites pour ça. Près du grand marché, ils s'arrêtèrent dans le Jardim Dom Luís, avec sa petite palmeraie où ils dégustèrent une glace en s'échangeant les parfums à l'ombre face à la statue de la Seda Bandeira. Ils finirent par atteindre le quartier de la Baixa et la fameuse Praça do Comércio, siège des principaux ministères où les nombreux touristes s'attardaient pour faire des photos. Bordés d'harmonieux édifices peints en jaune avec des galeries à arcades, d'un arc de triomphe et d'un ponton monumental sur le Tage, et avec en son centre la statue équestre de Dom José I, elle était la plus grande place de la capitale et l'une des plus belles d'Europe. Détruite comme pratiquement toute la ville par le terrible séisme de 1755, suivi d'un tsunami et de plusieurs incendies, elle avait été reconstruite grâce aux dons de nombreux négociants qui fréquentaient ce lieu. L'Arc de Triomphe les mena à la rue Auguste, d'où ils rejoignirent leur hôtel pour se détendre avant le dîner. Et ils ne connaissaient rien de mieux que la méditation en couple qu'ils terminaient invariablement peau contre peau. Mardi 24 juillet 2007. C'était un jour spécial pour Éléonore et François qui avaient prévu de faire une surprise à Alex pour son anniversaire. Laurence et Jacques devaient venir à Lisbonne avec les enfants. Le couple avait réservé la fête d'anniversaire du petit garçon à l'Océanarium de Lisbonne. Ils avaient anticipé la veille pour lui trouver un cadeau et ils avaient trouvé celui qui devrait lui plaire avec une console tactile éducative. Ils avaient rendez-vous devant l'aquarium à midi. Ils avaient donc le temps de se balader un peu en attendant. Pour se rendre à l'Alfama, ils empruntèrent le tramway 12 qui les déposa près du belvédère de Graça afin de profiter d'une vue différente sur Lisbonne de celle qu'ils avaient déjà vue. Arrivés au monastère de São Vicente de Fora, qui dominait la colline de l'Alfama depuis des siècles, ils visitèrent l'édifice qui, outre qu'on pouvait accéder à son toit pour jouir d'une jolie vue sur les toits de Lisbonne, était doté d'un beau cloître et d'une collection d'azulejos représentant des scènes de 38 fables de La Fontaine. Elle était aussi la nécropole des souverains de la maison de Bragance. Ils continuèrent en direction du Largo das Portas do Sol et du belvédère de Santa Lúcia, un lieu cher aux amoureux de la ville et dédié à l'ordre de Malte, où la foule de touristes et de locaux se pressait pour admirer la très belle vue depuis la terrasse, s'appuyant sur d'anciennes murailles arabes.
Sous les arcades se retrouvaient les joueurs de cartes, les amoureux, les familles en promenade. Ils pénétrèrent ensuite au cœur du quartier de l'Alfama, en descendant escaliers et ruelles pentues. Ce quartier était le quartier historique, l'âme de Lisbonne, longtemps habité par les pêcheurs et les marins. Ils y admirèrent de belles façades en encorbellement, délavées par les pluies, des balcons en fer forgé ou sculptés, souvent dissimulés par les draps en train de sécher et qui claquaient au vent. En redescendant les ruelles escarpées, ils croisèrent au passage des cages à oiseaux accrochées devant une porte, des chats paraissant au soleil, entendirent des bruits venant de l'intérieur des maisons dont les portes étaient le plus souvent ouvertes. De temps en temps apparaissait le Tage et la mer de paille, surgissant comme un miroir bleuté étincelant au détour d'une ruelle entre deux immeubles. Ils arrivèrent pile à l'heure au rendez-vous. Les enfants se jetèrent dans les bras de leurs parents, et le petit groupe se rendit à l'endroit où devait avoir lieu la petite fête. Alex eut la surprise d'être accueilli par un poisson-lune, une raimanta, un requin bouledogue, une loutre de mer et le roi de l'animation, le martin pêcheur. Le repas ne dura pas très longtemps, mais Alex semblait heureux de souffler ses 4 bougies avec ses grands-parents, ses parents, sa sœur et ses nouveaux amis un peu bizarres. Il se montra très enthousiaste face à ces cadeaux, mais il avait surtout hâte de voir ce qu'il y avait dans ce drôle d'aquarium géant. Il faut dire que l'océanarium était impressionnant, posé comme une île sur l'eau, au cœur d'un bassin fermé, et le deuxième des plus grands aquariums d'Europe, derrière le Nausicaa à Boulogne-sur-Mer. Il s'étirait sur 2 étages, où cohabitaient plus de 15 000 animaux et plantes de plus de 450 espèces différentes, dans plus de 7 millions de litres d'eau salée. On y accédait par un pont. En jouant, Alex allait également apprendre à connaître la faune et la flore marine pour protéger la planète de manière ludique. C'était un jour de fête. Il avait soufflé ses bougies et allait apprendre à défendre l'océan. Dès leur entrée, ils se retrouvèrent sous une magnifique sculpture de tortue géante. L'aquarium central était l'attraction majeure, et les enfants, comme les plus grands, peinaient à le quitter des yeux, tant tout ce qui y passait était impressionnant. Il rassemblait des spécimens de haute mer dans 5000 mètres cubes d'eau, l'équivalent de 2 piscines olympiques. L'immense aquarium était au centre de l'édifice, et ils tournèrent autour durant toute la visite, et ce, sur les 2 étages. Ils pouvaient ainsi voir les poissons de tous les angles, une variété considérable de poissons, de toute grandeur et de toute couleur, et qui nageaient dans leur habitat naturel. Il y avait en particulier le poisson-lune, semblant sorti tout droit de la préhistoire. Il n'y avait pas que des poissons, mais aussi toute une flore impressionnante, où les tout petits poissons côtoyaient les plus gros. Il y avait même une section consacrée aux batraciens. Le spectacle était vraiment époustouflant. Tout autour de l'aquarium central prenaient place 4 aquariums plus petits, avec au total plus de 8000 espèces. On y retrouvait autant des environnements terrestres qu'aquatiques. Y étaient représentés l'Antarctique, l'océan Indien, le Pacifique tempéré et l'Atlantique Nord. Dans l'aile antarctique, une partie de la banquise y avait été recréée avec ses habitants, les manchots et les gorfous. Certains aménagements étaient tout simplement fascinants. La portion la plus colorée de l'océanarium était certainement celle de l'océan Indien, avec des coraux et des poissons colorés, ainsi que des oiseaux exotiques en semi-liberté. Dans l'aile du Pacifique tempéré étaient regroupées des méduses tropicales, des poulpes géants, des requins-chats, ou encore des loutres qui offraient un spectacle inouï. Alors que dans l'aile de l'Atlantique Nord se trouvaient des calamars, des méduses, des poissons-chats et bien d'autres espèces. Autour d'eux, plusieurs familles et les enfants raffolaient des lieux, autant qu'eux à la vue de tous ces poissons, amphibiens, mammifères et oiseaux marins, ainsi que de plantes et algues marines. Finalement, ils réussirent à s'arracher à cette plongée fantastique et ils sortirent à 15h30 en passant sur le Paseo das Tages, la passerelle construite sur le Tage. Éléonore et François emmenèrent leurs enfants manger une glace avant qu'ils repartent avec leurs grands-parents vers Nazaré aux alentours de 16h. Le couple prit les transports en commun pour retourner vers le centre historique et aller au couvent des Carmes, qui était autrefois la principale église gothique de la capitale, avant que le tremblement de terre de 1755 ne vienne tout détruire. Il restait désormais quelques ruines témoignant de ce désastre. Une fontaine à l'entrée du couvent, quelques murs, plusieurs voûtes et un toit béant. Cela conférait une atmosphère très particulière au site qui était par ailleurs proche de leur hôtel.
Ils avaient près de 2 heures à tuer avant la soirée qu'ils avaient prévue. Une expérience incontournable à Lisbonne, un spectacle de fado. Ils avaient jeté leur dévolu sur un restaurant servant des plats portugais, bâti sur les ruines d'un palais détruit lors du séisme de 1755, avec un spectacle de fado et à un quart d'heure de leur hôtel. Tous deux ne manquaient jamais d'idées pour passer de bons moments ensemble et entretenir leur passion. La musique et la danse en faisaient partie depuis le début de leur relation. Aussi, en attendant l'heure de se rendre au restaurant dans leur chambre, ils laissèrent leur corps s'exprimer sur des titres récents. Et François ne résistait jamais au mouvement sensuel du corps de sa femme, notamment sur un titre comme Hips Don't Lie de Shakira, et les ondulations, les vibrations et les déhanchements eurent un effet rapidement visible sur lui. Mercredi 25 juillet 2007. Pour ce 3e jour de visite de Lisbonne, le tramway les emmena jusqu'à Belém, à l'extrême ouest de la ville, un quartier très prisé des touristes. Il était encore assez tôt et malgré la période estivale, le tramway n'était pas encore bondé. En revanche, à l'arrivée, la célèbre Pasteleria Antiga Confeiteria, la boulangerie la plus réputée de Lisbonne pour ses fameux pastéis de Belém, était déjà prise d'assaut. « Dommage, dit Éléonore, j'en aurais bien acheté. Mais ça ne fait rien. Je sais où on peut en trouver de très bons ailleurs qu'ici. »« C'est bien la première fois que je te vois renoncer à des gâteaux, » constata François moqueur. « Mais je sais être sage quand je veux. La seule gourmandise dont je ne peux me passer, c'est une bonne glace italienne. »« Non, tout faux. C'est toi, » dit-elle en embrassant fougueusement les clients qui faisaient la queue sur le trottoir. Après avoir répondu avec la même ardeur à son baiser, François l'entraîna un peu plus loin, vers les jardins de la Praça do Império, construite pour la commémoration des 800 ans de l'indépendance du Portugal, tout comme la Fonte Luminosa. Se promener entre les parterres de fleurs et d'arbustes représentant les anciennes provinces de l'Empire portugais apporta un peu d'apaisement à leur sens. Le monastère des Hiéronymites était le premier sur la liste de leur visite du jour. La file d'attente était déjà importante en ce début de journée pour ceux qui n'avaient pas de billets coupe-file. Le lieu construit sur le roi Manuel Ier lorsque le Portugal contrôlait le commerce mondial et était à son apogée, se révéla pour François très beau à voir. L'édifice, qui possédait une très grande importance historique et architecturale pour les Portugais, respirait la richesse. Comment se fait-il qu'il soit resté debout après le tremblement de terre qui avait détruit tant de bâtiments demanda François. Belém est assez loin du centre de Lisbonne et a été relativement épargné, répondit Éléonore. La décision de le construire ici était plus que judicieuse. Pourquoi l'avoir construit ici d'ailleurs? Le but était de commémorer le retour d'Inde de Vasco de Gama, et ici se trouvait à l'origine une chapelle, l'Ermida do Restelo, où Vasco de Gama et son équipage avaient passé des heures à prier avant d'entamer leur périple. L'église du monastère, l'église Santa Maria, était un chef-d'œuvre de l'art manuelin mélangé au style gothique. Comme à Tomar, un foisonnement végétal et une orgie de niches ouvragées garnies de statues ornaient le portail sud surmonté de la statue d'Henri le Navigateur. Elle était différente de celle qu'ils avaient vue dans Lisbonne. Son unique nef, d'une conception architecturale audacieuse, comportait 6 fines et interminables colonnes sculptées. Il était impossible de rater les tombes de Vasco de Gama et de Luis de Camões qui se trouvaient à l'entrée. Le portail ouest, en partie caché par un édifice ajouté au XIXe siècle, donnait accès au cloître qui ressemblait en réalité beaucoup plus à une cour de palais. Ses dimensions et sa perfection étaient saisissantes. C'était vraisemblablement le cloître le plus riche du monde, par la profusion incroyable de détails et son ornementation exubérante, mélangeant des éléments végétaux, religieux et royaux. À côté de ce débordement de décor, un simple bloc de granit marquait l'emplacement de la tombe de Fernando Pessoa. Dans la galerie supérieure, une salle était dédiée à l'évolution du monastère et à l'histoire du Portugal et du monde. Éléonore n'avait pas lâché la main de François durant toute la visite et la garda lorsqu'ils retraversèrent les jardins de la place Império avec ses petits lacs et ses sculptures pour se rendre ensuite à la tour de Belém en longeant le Tage. Là encore, la file d'attente était impressionnante pour cet emblème de Belém, édifié lui aussi par le roi Manuel Ier, qui servait à la fois de système de défense contre les éventuelles invasions à partir du Tage
et de port pour les explorateurs portugais. L'influence de l'art mauresque était manifeste dans les élégantes décorations des fenêtres et balcons cintrés, ainsi que sur les coupoles des échauguettes. Les machicoulis et les créneaux de la tour étaient ornés de riches sculptures de style manuélin. Éléonore et François se contentèrent d'admirer la tour de l'extérieur, avant d'aller déjeuner dans un restaurant gastronomique à proximité où ils avaient réservé, et qui s'avéra une excellente surprise avec une cuisine exceptionnelle et un service impeccable. Les deux amoureux prirent tout leur temps pour déguster leurs plats typiquement portugais et revisités par le chef qu'ils tinrent à féliciter. Ce dernier sembla très sensible, autant aux compliments sur sa cuisine qu'à la beauté de la jeune femme qui les lui faisait dans un portugais presque parfait, mais qui révélait son origine étrangère. François ne fut pas dupe des regards admiratifs et insistants du chef et des serveurs sur Éléonore. Il en ressentit une bouffée de jalousie qui le poussa à la serrer un peu plus fort contre lui, montrant qu'elle lui appartenait. La jeune femme se laissa d'ailleurs aller contre lui, et le regard qu'elle plongea dans le sien lui montrait tout l'amour qu'elle éprouvait pour lui. Il sentit une agréable chaleur se répandre dans son bas-ventre. Bien qu'il ait envie d'autre chose en sortant du restaurant, il se laissa entraîner dans une promenade le long du Tage, qui les fit passer devant le Padrão dos Descobrimentos, un monument érigé à la mémoire des navigateurs portugais des XVe et XVIe siècles, le musée national des carrosses, puis en s'éloignant du fleuve par le jardin Alfonso de Albuquerque, le Palacio Nacional de Belém, la résidence officielle toute rose du président de la République portugaise. Éléonore ressentait la fébrilité de son mari qui l'avait enlacée étroitement, et elle se dirigea ostensiblement vers l'arrêt du tram 15 pour entrer à leur hôtel. « Encore une quarantaine de minutes, mon amour, et nous serons enfin seuls. Elles vont me paraître une éternité, soupira-t-il. » Jeudi 26 juillet 2007. Éléonore s'était réveillée tôt. Elle avait déjà fini sa séance de yoga quand François ouvrit l'œil. Il la contempla longuement alors qu'elle était en train de s'habiller. « Dieu, qu'elle est belle, se dit-il. Comment ne pas avoir envie de lui faire l'amour ?» Mais il se contint. La fin de l'après-midi de la veille et la nuit avaient été torrides. Seul le dîner vite expédié les avait interrompus. Il pouvait attendre le soir, à moins qu'elle décide de le fatiguer avec quelques visites de musée. En fait, il aimait partager tout ça avec elle, même si de temps en temps il faisait une overdose d'architecture. Elle arrivait toujours à l'intéresser à ce qu'il visitait. « Quel est le programme aujourd'hui ? Je te propose de sortir de Lisbonne et d'aller à Cascais. Et si tu veux, nous pourrions surfer sur la plage du Guincho ou simplement buller sur une des plages du centre du village plus à l'abri du vent. Tu sais quoi ? Tout me va, du moment que je suis avec toi. Si nous faisions les deux, surfer puis buller. »« Pourquoi pas ? Mais il faudrait que tu te lèves pour ça, rétorqua la jeune femme moqueuse. Pas avant d'avoir un vrai baiser, un vrai French kiss. Rien que ça. » Mais elle s'exécuta aussitôt. Elle en avait autant envie que lui, et c'est finalement François qui l'empêcha d'aller plus loin. « Non, non, j'ai dit juste un baiser. Pour le reste, Madame Vasse, nous verrons plus tard, si tu le mérites. » Elle le regarda avec la mimique d'une enfant prête à pleurer parce qu'on lui enlevait son jouet. Mais son regard indiquait qu'elle allait éclater de rire. Ils finirent par se taquiner avec force chatouillis, roulant l'un sur l'autre comme des gamins chahuteurs, avant de reprendre enfin leur sérieux. Vers 9h30, ils arrivaient à la plage du Guincho. Ils avaient pris leur voiture car ils ne devaient pas perdre de temps s'ils voulaient profiter des meilleures conditions pour surfer. Ils n'avaient besoin que de louer du matériel. La jeune femme savait de quel type de planche ils avaient besoin l'un et l'autre selon leur niveau. Cette fois, ce fut Éléonore qui servit de moniteur à François, et elle ne laissa rien passer lors de la séance d'échauffement sur le sable. Elle savait ce que son mari était capable de faire. Les moniteurs de l'école de surf regardaient la belle blonde de loin. Elle avait l'air de s'y connaître et n'avait pas menti lorsqu'elle avait annoncé son niveau. François, lui, avait bien progressé avec les cours de Nazaré, suffisamment pour être autonome et prendre du plaisir. Après avoir surfé quelques mousses avec lui, la jeune femme se fit plaisir avec quelques vertes. Les moniteurs n'eurent alors plus de doute sur son niveau lorsqu'elle attrapa sa première verte. Elle ramait à la perfection, et le spot ne proposant pas de canal, elle dut utiliser la technique du turtle roll
pour passer la barre. Elle savait où s'asseoir pour attendre la vague et se positionner au bon moment, regardant l'horizon pour choisir une vague, l'attraper après avoir regardé par-dessus son épaule pour avoir le bon timing, et enfin faire son take-off au bon moment. Ils étaient subjugués car ils ne voyaient pas souvent de surfeurs de ce niveau au quotidien. Et en plus, cette fille était plus que jolie à regarder. Après presque 2 heures de surf, Éléonore interrompit la séance et le couple restitua le matériel. Les 2 amoureux allèrent s'asseoir un peu plus loin pour prendre le soleil avant de chercher un endroit où déjeuner. Mais Éléonore en profita surtout pour faire quelques asanas de yoga et s'étirer longuement sous le regard ébahi des personnes à proximité devant sa silhouette et sa souplesse. François, lui, y était habitué et souriait de voir la tête des autres. Un peu avant midi, ils rejoignirent leur voiture pour se rendre dans le village de Cascais. Au passage, ils firent une halte à la bouche de l'enfer où l'assaut répété des vagues avait creusé au fil des siècles des trous et des grottes dans la falaise, dans lesquelles les vagues s'engouffraient avec un fracas assourdissant. À Cascais, ils eurent un peu de mal à trouver une place de parking, puis dénichèrent un petit restaurant familial à proximité de la jolie mairie, avec ses azulejos représentant des saints catholiques et qui occupait un ancien palais. Après leur repas en terrasse, ils firent une promenade digestive dans le village, qui était un petit joyau. La Praça do 5 de Outubro attira tout de suite les regards du couple. Son sol décoré de vagues semblait onduler, mais il était pourtant bien plane. Toutefois, ce genre de pavage était fréquent au Portugal, mais là, l'effet d'optique les avait particulièrement saisis. Leurs pas les menèrent au marché de Villa, entouré d'un mur recouvert d'azulejos illustrant l'ancien village. Ils redescendirent ensuite vers la mer, profitant au passage de l'ombre du très beau parc du maréchal Carnona, avant d'arriver à la citadelle, qui abritait désormais un hôtel 5 étoiles et le musée de la présidence de la République, et le long de laquelle se trouvait la marina. Comme François en avait émis l'idée, ils se posèrent sur une des petites plages du village. La tête posée sur le ventre d'Éléonore, il la laissait jouer avec les boucles de ses cheveux. Mais lorsque ses doigts effleurèrent les contours de son visage, ses lèvres, son cou, il sentit l'onde de chaleur habituelle l'envahir. Il se souleva pour la regarder et l'embrasser, mais surtout pour se mettre sur le ventre, afin de dissimuler son érection. La jeune femme n'ignorait pas pourquoi il avait changé de position. « Je te proposerais bien d'aller nous baigner, mais l'eau est froide. Ceci dit, ça calme tout de suite les ardeurs. »« Non merci, chérie, je préfère que tu continues tes caresses. À un moment donné, la pression va redescendre. » Je n'ai aucun mal à l'imaginer. Mais elle continua néanmoins ses caresses, sous couvert d'un massage des épaules et du dos, tout en lui chuchotant des mots d'amour. La voix et les caresses de la femme de sa vie avaient fait monter son désir, et associées à son imagination et au lâcher-prise, l'amenèrent à un orgasme libérateur. « Désolé, dit-il d'un air penaud. « Désolé de quoi, mon amour, murmura-t-elle. D'avoir pris du plaisir à mes caresses ? C'était inéluctable et c'est moi qui ai commencé. J'adore te donner du plaisir et crois-moi, j'en ai pris aussi. Je me rattraperai ce soir, persista-t-il. De toute façon, tu m'avais dit ce matin, nous verrons plus tard si tu le mérites. Maintenant, je le mérite, rétorqua-t-elle avec un sourire taquin. De toute façon, je ne peux pas te résister. Je t'aime tellement. Ils quittèrent la plage vers 16 heures et revinrent à Lisbonne. Ils laissèrent la voiture sur son parking et prirent le tramway vers le parc Eduardo Seix. Ce parc de 26 hectares était juste magnifique, une véritable petite bulle de quiétude en plein centre-ville. Le cadre était idyllique pour une balade en amoureux. Ils s'y perdirent agréablement entre les serres tropicales et le très joli jardin à Maria Rodrigues, avec une vue sur le Tage et son estuaire. Venus en tramway, ils choisirent de rentrer à pied à leur hôtel pour prendre une bonne douche. Ils allèrent dîner dans le restaurant qu'ils avaient fréquenté lors de leur premier soir à Lisbonne, avant que François tienne la promesse faite le matin et réitérée dans l'après-midi. Vendredi 27 juillet 2007. Après cette dernière nuit à Lisbonne, ils avaient pris la route vers Sintra pour une journée d'excursion à une demi-heure de route.
Il était impossible de visiter tous les lieux d'intérêt de la ville. Il avait donc fallu faire un choix et s'organiser au mieux pour passer d'un lieu à un autre. Ils avaient choisi 2 sites, le château des Maures, un vieux château en ruine avec un superbe panorama sur la région et le palais de Péna, sans conteste l'un des plus beaux palais d'Europe, perché sur une colline. Le château des Maures, construit au IXe siècle par les Maures afin de surveiller la ville de Sintra, puis laissé à l'abandon après la conquête du Portugal, fut une belle surprise. Il ne restait que les remparts qui épousaient le relief, mais offraient des points de vue absolument incroyables sur les alentours de la ville et les forêts luxuriantes, jusqu'au pont de Lisbonne et au Cabo da Roca. Ils firent le tour des remparts perdus dans la forêt sur le chemin de ronde. « Tu sais à quoi ces remparts me font penser ?»« Je sens que je ne vais pas tarder à le savoir, répondit Éléonore. Vas-y, lâche-toi. » À une mais alors très mini muraille de Chine. Leur visite suivante fut pour le Palacio Nacional de Pena, perché à 500 mètres au-dessus de la mer, au milieu du parc de la Pena. Depuis le portail, il fallait monter pendant 1 kilomètre à travers la forêt pour y accéder. Le lieu était tout simplement magique. De plus, il est souvent plongé dans un dense brouillard, ce qui ajoute à la magie. Le visiter revenait un peu à se balader dans un dessin animé ou un conte, avec comme décor un magnifique château aux couleurs vives qui était à lui seul un vrai parc d'attractions. Ses multiples couleurs contrastant avec l'exubérante végétation et ses différents styles d'architecture, les tours, les coupoles et les murailles évoquant les contes de fées, avaient inspiré des dessins animés de Disney. Ils prirent le temps d'observer tous les petits recoins de ce lieu immense et les petits détails architecturaux. L'entrée du palais se faisait par un pont-levis, après avoir traversé un couloir creusé dans la roche. L'intérieur n'était pas moins surprenant avec sa décoration d'origine, avec des éléments d'époques antérieures et d'autres acquis pour le palais comme le mobilier, les lampes et plusieurs objets en porcelaine. Le magnifique parc romantique qui entourait le palais était un véritable havre de paix où il faisait bon se promener avec différents parcours idylliques, des cascades, des lacs et de nombreux jardins. Les espèces végétales étaient abondantes et variées, aussi bien autochtones qu'exotiques. Éléonore et François s'y étaient attardés, main dans la main. Ces fausses murailles jaune canari, ces tours gothiques rouges, le pont-levis qui n'a jamais fonctionné, les quelques minarets, 1 ou 2 dômes mauresques et un donjon, ça ne t'évoque rien demanda Éléonore en riant. Je te vois venir. Louis II de Bavière et son château de Neuschwanstein, la couleur en moins. Sauf que celui-ci a été construit avant, et on le doit au prince Ferdinand de Saxe-Cobourg-Gotha, devenu le roi consort du Portugal, sous le nom de Ferdinand II par son mariage avec la reine Marie II. Ils avaient l'air aussi délirants l'un que l'autre. C'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, ce parc est superbe avec plein de petits coins, déclara François, avec une lueur dans ses yeux bleus intenses qu'elle connaissait bien. Elle se laissa entraîner derrière les fougères arborescentes qui les masquaient complètement au regard. Serrée contre François, elle se grisait de son odeur et tout son corps se liquéfia. Quand sa langue explora sa bouche, quand ses mains effleurèrent ses courbes, son désir se décupla comme son désir à lui. Ils glissèrent tous les deux au sol. Le risque d'être découverts augmentait leur excitation. Ils atteignirent rapidement un orgasme foudroyant qui les laissa haletants. Ils étaient allés ensuite flâner dans la ville de Sintra, pour voir de l'extérieur le Palacio Nacional, ainsi que le Palacio et Quinta de Rigadeira. Ils se posèrent en terrasse pour boire un café, en dégustant des queijadas, la spécialité très gourmande de Sintra, à base de requeijão, un fromage ressemblant à la ricotta, d'œufs, de lait et de sucre, avant de reprendre la voiture pour rentrer à Nazaré, où les attendaient leurs enfants. Il leur restait 2 jours pour profiter encore de leurs vacances au Portugal, 2 matinées pour surfer à Nazaré, à se balader main dans la main le long de la plage, à jouer avec les enfants avant de repartir le lundi.